Merci d'être venus. Si nombreux, on est 14 participants. 14 maintenant, oui. On a le quorum, c'est bien. Voilà. Donc, ce soir, je vais vous parler de l'exploration de la planète Mars, puisque si vous avez participé à la première conférence du mois de février, le mois dernier, on a tous vécu ensemble l'arrivée en direct de Persévérance sur la planète Mars. Donc, ce soir, je vais vous faire un peu l'historique de toutes les sondes qui ont été envoyées sur la planète Mars, mais aussi les découvertes qui ont été faites depuis la Terre avec les télescopes et puis même à l'œil nu depuis l'Antiquité, puisque Mars est exploré depuis très 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 longtemps par l'humanité. Alors, que de chemin parcouru entre cette première image, la carte de Mars faite en 1930 par l'astronome Eugène Antoniadi et cette fabuleuse photo de Mars, pas prise par Laurent Labruyère, mais par le télescope Hubble en 2003. Pas sans un grand voyage au sens figuré, mais même au sens propre, puisque que de chemin parcouru entre finalement l'orbite terrestre et la surface de Mars. Parce que regardez, on a quand même aussi des photos de la surface de Mars. Mars est actuellement la planète la plus explorée par des sondes dans le système solaire. Donc, comme je vous l'ai dit, Mars est évidemment connu depuis l'Antiquité, puisque Mars étant visible à l'œil nu, depuis que l'homme est homme, et a toujours vu Mars. Et Mars, un astre rouge, donc le rouge associé à la couleur du sang. C'est pour ça que les civilisations antiques voyaient en Mars un mauvais signe, c'était un synonyme de sang, de souffrance. Dieu Mars, chez les Romains, dieu de la guerre. Donc Mars, symbole de mort, mais bon, Mars est aussi un symbole d'espoir et de vie, puisque finalement, depuis des dizaines d'années, on cherche des martiens, des petits hommes verts. Enfin bon, les petits hommes verts, ils sont plus à la surface. Enfin, il n'y en a pas à la surface de Mars, évidemment, mais actuellement, les sondes qu'on envoie à la surface de Mars, c'est pour essayer de voir s'il y a eu de la vie dans le passé de Mars et peut-être comprendre le secret de l'apparition de la vie sur Terre. Donc voilà, Mars, symbole de mort et symbole d'espoir et de vie. C'est un grand contraste. Mars est une planète très contrastée. Alors donc, comme je vous l'ai dit, Mars est évidemment connu depuis l'Antiquité par toutes les civilisations humaines. Et Mars étant un astre rouge, elle a très souvent été associée au sang, à la mort, à la guerre. Par exemple, les Égyptiens avaient 3 noms pour Mars. Là, je vous en ai mis 2. Les Égyptiens antiques l'appelaient Ardécher, qui signifie la rouge. C'est logique, un astre rouge. Ils l'appelaient aussi Armakis. Les Babyloniens l'appelaient Nergal. Alors, Nergal, attention, ça fait peur. En babylonien, ça veut dire l'étoile de la mort. Pas très rassurant tout ça. Les Grecs, évidemment, l'appelaient Arès. Les Romains, Mars. En sanskrit, Mars se dit Loitanga. Chez les Hindous, c'est Mangala. Les Incas l'appelaient Okaku. Les Hébreux l'appelaient Maadim. Les Chinois, Yingguo. Je prononce très mal le chinois, je m'excuse. Les Japonais, par exemple, l'appellent Kasei. Et l'auteur de science-fiction, Kim Stanley Robinson, en Mars la Rouge, j'avais pris cette phrase parce que je la trouve très belle. Tous ces noms de Mars dans les civilisations antiques, des noms qui sonnent comme s'ils étaient plus anciens encore que les langages dont ils sont écrits. Alors, outre cette couleur rouge qui est associée symboliquement au sang, il y a quelque chose qui inquiétait un peu les astronomes de l'Antiquité, c'est que le mouvement de Mars par rapport aux autres astres est un peu particulier parce que quand on regarde bien le déplacement des planètes par rapport aux étoiles, les planètes de jour en jour se décalent un tout petit peu vers l'est. Mars aussi. Mais de temps en temps, Mars rétrograde sur son orbite à l'avant, puis d'un seul coup, elle s'arrête, elle se met à reculer pendant quelques mois et elle reprend sa course vers l'Est. Alors, dans l'Antiquité, on ne comprenait pas pourquoi. Bon, maintenant, on comprend très bien le phénomène. C'est juste parce que l'orbite de la Terre sur son orbite rattrape Mars dans sa course autour du Soleil. Mais dans l'Antiquité, on ne savait pas que Mars tournait autour du Soleil, que la Terre tournait autour du Soleil. Donc,
mouvement très, très étrange. Donc, tous les 2 ans, Mars qui rétrogradait pendant quelques mois. Les gens se méfient. En plus, un astre rouge associé à la guerre, à la mort, c'était pas forcément bon signe. Donc, voilà pour Mars dans l'Antiquité. Euh, Par exemple, justement, ce mouvement très particulier de Mars a donné le troisième nom de Mars pour les Égyptiens, qui l'appelaient aussi, attention, je ne prononce pas bien l'égyptien, Segded FM Ketket, qui signifie celle qui voyage à reculons. Donc, les astronomes de l'Antiquité, qui pour eux pensaient que la Terre était au centre de l'univers, que tout tournait autour de la Terre, avaient imaginé, pour le mouvement de Mars et évidemment pour les planètes, un système un peu bancal. Donc, c'est que, par exemple, la planète Mars tourne autour d'un point dans l'espace, un point invisible qui lui-même tourne autour de la Terre. Donc, ça donne un mouvement un peu en spirale, dans ce qu'on appelle des épicycles, donc, qui a été introduit par les astronomes grecs Apollonios de Perga et Hipparque au IIIe siècle avant Jésus-Christ et popularisé quelques siècles plus tard par l'astronome grec Ptolémée. Et c'est un système qui a perduré pendant plus d'un millénaire, puisque bah, pendant tout le Moyen Âge, le système des épicycles, finalement, pour les astronomes, tenait la route. Donc on pensait que Mars tournait en tournicoton autour de la Terre. Ça satisfaisait tout le monde, puisque ça expliquait pas mal le mouvement de Mars. Et donc, il faut quand même attendre l'an 1609, donc vraiment plus d'un millénaire, pour abandonner le système des épicycles, puisque grâce aux observations méticuleuses de l'astronome danois Tycho Brahe, l'astronome allemand Johannes Kepler établit 2 de ses premières lois de la gravitation. Donc, il établit que l'orbite de Mars tourne autour du Soleil et pas autour de la Terre, et que cette orbite est elliptique. C'est pas une orbite parfaitement circulaire, c'est une orbite elliptique. Il y a certains moments où Mars est beaucoup plus près du Soleil à l'opposé de son orbite. Et donc, le système des épicycles est abandonné. Donc, merci Johannes Kepler. Et on peut dire un grand aussi bravo à Tycho Brahe, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'observation encore au télescope, c'était que des observations à l'œil nu. Mais Tycho Brahe a fait des observations à l'œil nu tellement précises de Mars par rapport aux étoiles que Johannes Kepler en a déduit que toutes les planètes tournaient autour du Soleil. C'est fort. Donc, à la même époque, donc Galilée met au point la première lunette astronomique et il pointe son instrument sur Mars pour la première fois le 30 décembre 1610. Alors, bon, son instrument, c'était pas un instrument de qualité, mais bon, il a quand même fait des découvertes majeures pour l'époque. Par exemple, en pointant la Lune, il a découvert des montagnes sur la Lune. En regardant Vénus, il a vu des phases de Vénus. Donc, il a vu Vénus en croissant, il a vu Vénus en fertile. Et en observant Mars, il a remarqué que la petite bille de Mars, des fois, n'était pas toujours ronde. Donc, il a écrit: je n'ose pas assurer que je puisse observer les phases de Mars. Cependant, si je ne me trompe, je crois déjà voir qu'il n'est pas parfaitement rond. Et bien, finalement, il avait raison, puisque quelques années plus tard, l'astronome Francesco Fontana, qui a réalisé les premiers croquis de Mars, va regarder les petits croquis là, qui sont en bas à gauche. De temps en temps, on peut voir Mars comme une petite bille bien ronde, puis des fois, pas parfaitement rond. On appelle cette phase un peu gibbeux, enfin, comme la Lune, gibbeuse, entre le quartier et la face pleine. Donc, quelques dizaines d'années plus tard, les instruments s'améliorent, les astronomes aussi. Donc là, on passe vraiment au plein cœur de la Renaissance avec les astronomes Christian Huygens et Jean-Dominique Cassini. Alors, ils ont fait quelques découvertes assez intéressantes par rapport à Mars. Donc, je vais commencer par Christian Huygens, qui a fait des beaux petits dessins en bas à gauche. Donc, en 1659, Christian Huygens découvre à la surface de Mars une zone sombre, une tache sombre sur la planète Mars, qu'on observe toujours de nos jours au télescope. Donc, cette région sombre, qui est bien visible au télescope, depuis a été appelée Syrtis Major.
Et pour l'anecdote, eh ben, le mois dernier, Syrtis Major s'est posé pile au bord de cette tache sombre. Et la découverte de cette tache sombre a été très utile puisque quelques années plus tard, en 1666, Jean-Dominique Cassini a pu mesurer la rotation de la planète Mars. Donc, il a pu mesurer que Mars tourne sur elle-même en 24 heures et 40 minutes. Bon, en réalité, c'est 24 heures 39 minutes, mais bon, les résultats étaient excellents pour l'époque, surtout avec la qualité des instruments de l'époque. Autre découverte majeure, donc encore par Christian Huygens, en 1672, regardez le petit dessin là, tout en bas au milieu. Donc, on voit Syrtis Major, mais regardez là, une petite encoche là sur le haut. Et ben, quand on regarde au télescope, des fois, vers l'épaule, on peut observer une petite tache blanche bien caractéristique. Là, il a découvert la calotte polaire australe. Donc, on a découvert que sur la planète Mars, au pôle Nord et même au pôle Sud, il y avait une calotte de glace. Alors, déjà que la rotation de Mars ressemble beaucoup à celle de la Terre, hein, 24h40 ou 24h39, c'est vraiment très proche de celle de la Terre. Là, on trouve des calottes de glace. Vraiment, ça ressemble vraiment à Mars, des points de ressemblance avec la Terre. Alors, William Herschel, un siècle plus tard, invente le télescope, puisque tous ces gens-là travaillaient principalement avec des lunettes. Là, il améliore vraiment le système des télescopes avec des beaux miroirs qui permettent d'améliorer les observations. Donc, en observant Mars, William Herschel, pardon, il observe la formation et le recul des calottes polaires au fil des saisons, un peu comme ce qui se passe sur Terre. Hein. L'hiver, la banquise progresse. En été, elle fond. C'est pareil sur Mars. Il postule également l'existence d'une atmosphère ténue, puisque de temps en temps, quand une étoile est occultée par Mars, il observe que cette étoile, elle disparaît quand elle touche Mars. Visuellement, quand elle touche Mars. S'il y avait une atmosphère assez dense, elle aurait dû disparaître quelques secondes avant. Mais là, il n'observe pas de disparition d'étoiles quelques secondes avant. Donc, il postule l'existence d'une atmosphère ténue. Si on a des atmosphères, ça, on ne le savait pas encore à l'époque. Il mesure aussi l'inclinaison ou l'obliquité. Donc, la mesure de l'angle selon lequel la planète est penchée vers le Soleil. Donc, il mesure un angle de 28 degrés et 42 minutes. Bon, en réalité, c'est 25 degrés et 12 minutes. Et la Terre est penchée, elle, de 23 degrés et quelques minutes. C'est ce qui explique le phénomène des saisons. Et d'ailleurs, demain, on sera incliné à 0 degré, puisque demain, c'est l'équinoxe. Donc, pareil, encore un point de ressemblance avec la Terre. Hein. Mars tourne 24 heures 39 minutes, a des calottes polaires et est penché de 25 degrés. Ça ressemble beaucoup à la Terre. Et quelques années plus tard, John Herschel, donc le neveu de William Herschel, considère les taches sombres qu'on observe à la surface de Mars comme des mers. Ce n'est pas une idée tout à fait saugrenue, puisque, vous le savez sûrement, les taches sombres qu'on observe sur la Lune, on les appelle aussi des mers, puisque dans le temps, on pensait que c'était des mers comme des mers sur Terre. Donc, des taches sombres sur Mars, par association d'idées, c'est aussi sûrement des mers. Pourquoi pas? Avec les connaissances de l'époque, tout était possible. Donc, l'amélioration des télescopes aidant, les astronomes se sont mis à dessiner des cartes de la surface de Mars, en donnant des noms aux formations visibles. Et certains noms sont restés depuis, dont Syrtis Major, dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Mmh. Alors, dans le même temps, un astronome américain, donc Asaph Hall, en 1877, découvre deux petits points autour de Mars. Donc, il découvre les deux lunes de Mars. Donc, pendant peut-être 50 ans, les astronomes cherchaient des lunes autour de Mars. Ils n'en trouvaient pas. Puis, lui, il en cherchait aussi. Et pour l'anecdote, il a cherché pendant 2 ou 3 ans et il avait dit un soir à sa femme, bon, ce soir, c'est la dernière fois, j'observe encore Mars, mais bon, si je trouve rien, ça doit vouloir dire que Mars n'a pas de vie. Donc, sa femme a insisté, lui a dit, observe une dernière fois pour être sûr. Et c'est ce soir-là qu'il a découvert deux petits points autour de lui. Donc, merci la femme de Asaph Hall
Son prénom, c'est Stickney. C'est pour ça que le plus grand cratère de la Lune Phobos, qu'on voit sur la gauche, s'appelle Stickney. Donc, les deux lunes de Mars s'appellent Phobos et Deimos. Alors, à l'époque, en 1877, quand on a dit ah bah il y a deux lunes autour de Mars, bah, ça n'a surpris personne puisque si vous êtes lecteur par exemple de Micromégas de Voltaire ou des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, donc paru quand même un siècle plus tôt, voire même plus d'un siècle plus tôt, ces auteurs parlaient déjà des deux lunes de Mars. C'est fort. Comment, par exemple, Voltaire savait qu'il y avait deux lunes de Mars alors qu'elles n'ont été découvertes que 150 ans plus tard? Eh ben, c'était simple. C'était parfaitement logique pour l'époque, puisque on considérait à l'époque que la Terre a un satellite, Jupiter a 4 satellites. Parce qu'à l'époque, on n'en connaissait que 4. Donc Mars, qui est à mi-chemin entre la Terre et Jupiter, devait en avoir logiquement 2, en doublant le nombre de lunes. Tout simplement. Et bien finalement, c'est des idées un peu saugrenues, mais finalement, c'était vrai. Mars a bien 2 lunes. Donc, bravo Voltaire, bravo Jonathan Swift pour leur esprit de déduction. Alors, quelques années plus tard, encore une fois, donc l'astronome italien Giovanni Schiaparelli, donc lui observe les formations à la surface de Mars. Donc, je vous rappelle que les taches sombres à l'époque étaient considérées comme des mers, et il observe qu'entre les mers, il y a des petites formations sombres qui relient les mers entre eux. Donc, pour lui, il écrivait, bah, ce sont des chenaux comme des lagunes, comme ce qu'il y a sur Terre. Donc, mais ces chenaux en italien se disent des canali. Et là, les Américains, quand ils ont lu canali, ah mais canali, euh, à l'époque, c'était l'époque des creusements des grands canaux à travers le monde. Le canal de Suez venait d'être creusé, le canal de Panama était vraiment sur les rails, le canal de Corinthe en Grèce était en train d'être creusé. Donc, à l'époque, creuser des canaux, c'était à la mode. Alors, quand les astronomes américains ont lu Canali, des canaux sur Mars, ah, bah alors, s'il y a des canaux sur Mars, mais ce sont des structures artificielles, donc ça veut dire qu'il y a des habitants sur Mars qui sont en train de creuser des canaux entre les mers. Et là, l'imagination a commencé à flamber. Alors, c'est pour ça que 10 ans plus tard, en 1898, H.G. Wells a sorti son merveilleux roman La guerre des mondes. Alors, surtout, je vous conseille de le lire, c'est un merveilleux roman. La première partie, les 50 premières pages, ça décrit très bien tout ce qu'on savait de Mars, ou tout ce qu'on croyait savoir de Mars à l'époque. Et c'est fabuleux. Et un milliardaire américain s'est lancé dans la construction d'un observatoire en Arizona, l'observatoire de Flagstaff. Donc, c'est Percival Lowell qui a construit cet observatoire. Là, lui, il était vraiment obsédé par ces histoires de canaux martiens. Il pensait vraiment pouvoir apporter la preuve de l'existence d'une civilisation martienne. Et regardez, avec son gros télescope, ben, à force de voir, d'imaginer qu'il y avait des canaux à la surface de Mars, ben, il en voyait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui était bizarre, à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment la communauté des astronomes qui était divisée en deux clans. Ceux qui voyaient les canaux, à chaque fois qu'ils observaient Mars, ils voyaient des structures rectilignes, donc des canaux artificiels. Et puis les autres astronomes qui, eux, bah, voyaient rien. On avait beau leur dire, bah, y a des canaux, bah, non, bah, il y a des taches, mais il n'y a pas de canaux, il y a pas de trucs rectilignes. Alors, on a commencé à dire, mais alors ça se trouve, c'est des illusions d'optique, qu'est-ce qui se passe? Donc, la question s'est posée, bah, structure artificielle ou pas, canaux ou pas? Bah, il faut améliorer encore les techniques pour explorer Mars. Donc, bah, les techniques s'améliorent. En 1896, donc là, on prouve vraiment que les taches sombres qu'on prenait pour des mers, bah, en fait, on prouve que ce ne sont pas des mers. On prouve qu'il y a absence d'océan. Comment on le prouve? Eh ben, c'est parce que bah, on n'a jamais observé de reflet du soleil à la surface de ces taches sombres. Si il y avait des surfaces aquatiques à la surface de Mars, normalement, on aurait pu observer techniquement le soleil qui se reflétait.
de temps en temps. Mais là, au fil des années, on n'a jamais vu de reflet. Donc, l'idée d'océan martien était vraiment abandonnée. Mais c'est pas pour autant qu'on abandonne l'idée de vie à la surface de Mars, puisque les taches sombres ne sont plus attribuées à des mers, mais à de la végétation. Et pourquoi pas? Ça paraît entre guillemets logique. Ce sont des taches sombres, un peu verdâtres, avec on a un peu d'imagination. Et au fil des saisons, des fois, on voit ces taches sombres qui régressent ou qui augmentent, un peu comme dans la végétation qui se développe l'été, qui régresse l'hiver, etc., etc. Bon, on sait depuis que ce sont des tempêtes de poussière, des fois, qui masquent un peu les taches sombres, mais bon, pour l'époque, l'idée paraissait crédible. Alors, dès 1920, les techniques s'améliorant, on a pu étudier l'atmosphère de loin. Hein, on n'a pas prélevé des échantillons de l'atmosphère de Mars depuis la Terre, mais on peut l'étudier en spectroscopie. On a découvert que dans l'atmosphère de Mars, il y avait très peu d'oxygène et très peu d'eau. Et en 1947, on a même découvert que l'atmosphère de Mars est composée quasiment exclusivement de gaz carbonique, du CO2. Bon, voilà où on en était avant l'ère spatiale. Évidemment, 1947, on est 10 ans avant l'ère spatiale, et ben, 1957, lancement du premier satellite. Deux nations s'affrontent dans le monde, les États-Unis et l'URSS, c'est la course à l'espace qui est lancée, évidemment. Le prestige, douloureux prestige. Les deux pays voulaient se disputer toutes les premières spatiales. Hein. Le premier pays a lancé un animal, le premier pays a lancé un homme dans l'espace, le premier pays a lancé un objet vers la Lune. Et bien évidemment, on a Mars, qui est une planète assez proche, presque facile à atteindre. Ben, c'était au premier qui atteindrait Mars. Mais bon, Mars n'est pas facile à atteindre et on ne peut pas partir vers Mars quand on veut. Par exemple, là, j'ai une fusée dans mon jardin. Bon, c'est pas vrai, mais imaginez, j'ai une fusée dans mon jardin, je me dis, tiens, ce soir, je vais la lancer vers Mars. Ben non, en fait, on ne peut pas la lancer quand on veut vers Mars. En fait, les fenêtres de tir vers Mars n'ont lieu que quelques mois tous les 2 ans. Ce sont ce qu'on appelle des trajectoires de Hohmann, donc des trajectoires d'économie de carburant, et qui ont été énoncées dès 1925. On n'avait pas encore lancé de fusée dans l'espace dans l'époque, mais dès 1925, on savait comment lancer des sondes vers d'autres planètes. Donc, c'est un Allemand qui a énoncé tous ces principes et a découvert qu'on pouvait lancer des sondes vers Mars tous les 26 mois environ, donc tous les 2 ans environ. Et dans l'histoire de l'astronautique, Mars est vraiment une planète maudite, puisque au jour d'aujourd'hui, 60 sondes spatiales ont été lancées vers Mars et 25 seulement ont réussi leur mission, soit un taux de réussite de 41,7%. C'est pour ça que le mois dernier, là, quand Persévérance a atterri sur Mars, j'étais un petit peu stressé parce que on avait plus d'une chance sur deux que ça foire. Ça a réussi. Alors pourquoi ça peut foirer, pourquoi ça ne peut pas foirer? Ben ça, c'est parce que la planète Mars, les lois spatiales font que il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire échouer une mission. Alors, par exemple, échec au lancement. Bon, l'échec au lancement, c'est facile. On tire une fusée, elle explose. Ça peut arriver. Hein. Donc, là, la mission est foutue dès le départ. Échec sur orbite terrestre, par exemple. Le lancement de la fusée est réussi, mais la sonde qu'on veut faire sortir vers Mars reste coincée sur l'orbite terrestre. Alors, voilà, encore un échec. On peut rater carrément la fenêtre de tir. C'est idiot, mais c'est arrivé. Une sonde peut tomber en panne entre la Terre et Mars, hein, puisque c'est un voyage de plusieurs centaines de millions de kilomètres, donc de plusieurs mois. À tout moment, l'électronique de bord peut tomber en panne. C'est arrivé. Les sondes peuvent aussi échouer leur manœuvre d'insertion orbitale. Hein, au lieu de s'insérer sur orbite, le moteur foire et puis la sonde survole Mars au lieu de s'insérer sur orbite. L'échec à l'atterrissage, hein, ça c'est vraiment le plus frustrant, c'est quand la sonde qui doit atterrir sur Mars s'écrase, ça peut arriver.
Mars peut tendre des pièges aussi aux sondes, hein, parce que Mars, attention, hein, c'est une planète maligne. Hein, non, c'est que de temps en temps, on a des tempêtes globales de poussière à la surface de Mars, donc on voit plus la surface. Et là, pour les missions qui prennent des photos, ben, c'est rideau. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des missions qui foirent à cause de ces tempêtes globales de poussière. Euh, Ça peut aussi arriver que les systèmes de bord lâchent prématurément. Donc la mission réussit, entre guillemets, hein, la sonde fait le voyage jusque Mars, arrive autour de Mars, elle commence à travailler autour de Mars et elle tombe en panne 2 jours après, quoi. C'est déjà arrivé. Mais il y a aussi des missions réussies, heureusement, heureusement. Et bah, au jour d'aujourd'hui, il y a même deux missions en attente, hein, donc, Ingenuity, le petit hélicoptère porté par Perseverance, qui doit voler dans 2 semaines, en faire un premier essai, et le rover chinois qui est encore accroché à l'orbiteur chinois, mais normalement, les Chinois ont prévu de faire atterrir un rover au mois de mai. Donc, il est autour de Mars pour l'instant, il est sur orbite, et dans quelques semaines, il doit atterrir à la surface de Mars. Donc, ben, on espère que ces deux sondes vont marcher, ce qui ferait passer le taux de réussite à 45%. Et quand même, ça fait plus de 60 ans qu'on lance des sondes vers Mars et on est encore inférieur à 1 sur 2 de succès. C'est dingue. Donc, ben, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de toutes ces sondes qui sont parties vers la planète Mars. Donc, avec, gardez ça à l'esprit, une fenêtre de tir tous les 2 ans. Donc, ben, les premiers à tenter leur chance sont les soviétiques. Donc, dès 1960, donc ils vont tirer quand même assez tôt, hein, parce que ben, premier satellite en octobre 1957, donc à peine 3 ans après, 2 premières sondes qui sont lancées vers Mars, mais bon, qui vont pas plus loin que Baïkonour. Les fusées explosent quelques secondes après le décollage. Bon, ben, tant pis. Donc, ben, fenêtre suivante en 1962. Alors, avec le Sputnik 22, qui a une histoire un peu particulière. Donc, un échec, j'ai mis en rouge, un échec en pleine crise des missiles de Cuba. Donc, voilà. En fait, les Soviétiques ont voulu lancer en secret une mission vers Mars. Oui, parce qu'en fait, quand les Soviétiques lançaient des missions vers d'autres planètes, ils disaient qu'ils lançaient un satellite, mais ils ne disaient pas ce qu'ils voulaient en faire. C'est pour, en cas d'échec, dire, oh, mais non, on a testé un nouveau système d'autodestruction. Non, on a lancé un satellite qui va observer la Terre, alors qu'en fait, c'était des satellites qui devaient partir vers d'autres planètes et puis qui sont restés coincés en orbite. Et donc là, le 24 octobre 1962, alors que la Troisième Guerre mondiale allait éclater à cause de la crise des missiles de Cuba, donc les Soviétiques lancent une sonde vers Mars, donc Sputnik 22. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais dès la mise en orbite, la fusée a explosé en plusieurs morceaux au-dessus de l'Union soviétique, mais seulement la trajectoire passait au-dessus des États-Unis quelques minutes plus tard. Donc, je vous laisse imaginer, en pleine crise de Cuba, les radars américains qui détectent plusieurs objets filant à grande vitesse vers les États-Unis. Ils se sont dit, ils sont en train de nous tirer des missiles nucléaires sur la tête. Et la crise s'est résolue, heureusement, en quelques minutes. Puisque il y a des ingénieurs soviétiques qui ont prévenu par le téléphone rouge, non, en fait, c'est une sonde, c'est une fusée qui a explosé, on ne tire pas des missiles, on ne tire pas des missiles. Heureusement pour nous. On trouve, on ne serait pas là pour en parler ce soir. Bon, donc la fusée ayant explosé, la mission est un échec. Quelques jours plus tard, la crise des missiles de Cuba se calme, heureusement pour nous, et les soviétiques lancent enfin une sonde vers Mars, donc qui réussit à quitter l'orbite terrestre, mais qui tombe en panne quelques mois plus tard. Bon, donc échec, mais au moins c'est pas un échec en explosant. Mais toujours pareil, ben, une troisième sonde lancée en 1962, Sputnik 24, qui est lancée le 4 novembre et qui reste coincée en orbite et qui retombe le lendemain. Donc voilà, 5 sondes lancées, 5 échecs cuisants. Mais bon, les soviétiques ont tenté leur chose. Donc, fenêtre suivante, 1964. Donc, les Américains, titillés par les Soviétiques, se sont dit, bah,
attends, les soviétiques font quelque chose des missions vers Mars, ben on va essayer. Dirigé par Supercal. Ah, il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Je ne sais pas qui c'est, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, 1964, les Américains tentent leur chance, donc avec Mariner 3 et Mariner 4, donc des sondes qui devaient juste survoler la planète Mars. À l'époque, il n'était pas question de s'insérer sur orbite, c'était des techniques assez compliquées, mais juste l'objectif, survoler la planète Mars, photographier la planète Mars pour prouver qu'il y a de la végétation sur Mars. Hein. J'ai eu une fois l'occasion de lire un Larousse écrit dans les années 1950 à l'article Planète Mars. On peut lire l'existence de lichens ou d'algues à la surface est très probable. Donc à l'époque, on pensait encore qu'il y avait de la végétation sur Mars. Donc là, les Américains voulaient vraiment aller survoler Mars et essayer de prendre les premières photos de la planète Mars. Bon, malheureusement, Mariner 3, qui a été lancé le 5 novembre 1964, le lancement s'est pas bien passé. La coiffe de protection qui protégeait la fusée pendant le lancement ne s'est pas détachée et finalement, la sonde est restée bloquée sous la coiffe de protection. Et évidemment, elle est tombée en panne et elle a survolé Mars silencieusement à plusieurs millions de kilomètres en avril 65. Donc, échec. Mais sa sonde jumelle, Mariner 4, succès avec un survol de Mars le 15 juillet 1965 à presque 10 000 kilomètres. Donc, c'est un simple survol de quelques minutes, quelques heures. La sonde n'a pris que 22 photographies, dont 19 exploitables. Mais c'était un exploit pour l'époque. C'était vraiment le premier survol réussi d'une planète. Et voilà, regardez l'image en bas à gauche, le cliché numéro 11, la meilleure image de la mission. Et ben, voilà, la meilleure image de la mission. On s'attendait à trouver des plantes, des lichens, enfin peut-être une civilisation de petits hommes verts et des cratères, la Lune. Donc là, les astronomes, en fait, Mars est un astre mort, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et donc, ce qui nous a valu une de mes photographies. Il y a quelqu'un qui parlait, mais ça, c'est pas grave. Donc, ce qui nous a valu une de mes photographies préférées de l'histoire de la conquête spatiale. Regardez la photo suivante. Voilà. Les ingénieurs de la mission ont encadré la meilleure photo de Mariner 4. Ils l'ont fait au président de l'époque des États-Unis, Lyndon Johnson. Regardez, mais les gueules qui tirent. Donc, les ingénieurs, ils ont des sourires crispés pour dire on a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour photographier un astre mort. Et Lyndon Johnson qui fait ouais, super. Lorsqu'à l'époque la guerre du Vietnam commençait, il y avait des problèmes de budget et c'était dépenser plusieurs centaines de millions de dollars pour ça. Voilà, l'effervescence était au rendez-vous ou pas. Donc, dans l'imaginaire collectif, en 1965, Mars a vraiment perdu de sa superbe. Tous les auteurs de science-fiction qui imaginaient vraiment des petits hommes verts, tous ceux qui avaient grands espoirs de pouvoir voir une vie extraterrestre, ont été vraiment très, très, très déçus. Mais bon, ça n'a pas empêché de lancer d'autres sondes vers Mars. Donc, en 1964, les Soviétiques ont aussi tenté de lancer d'autres sondes, Zond 2 et Zond 3. Donc, Zond 2 qui testait pour la première fois des moteurs ioniques, qui les a testés en plein sur le trajet, mais malheureusement, encore pour les Soviétiques, hélas, la sonde est tombée en panne plusieurs mois après son lancement sur son trajet vers Mars et elle a survolé Mars, mais bon, en panne, donc inexploitable au mois d'août. Et Zond 3, alors là, les ingénieurs soviétiques, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être abusé de la vodka, ils ont carrément raté la fenêtre de lancement de 1964, ils l'ont lancé un an plus tard, en 1965, donc il n'y avait plus aucun espoir de pouvoir lancer vers Mars. Ils ont attendu encore un an, en 1966, ils pouvaient encore viser Mars, mais là, non. Une sonde martienne qui est lancée hors fenêtre, donc avec aucun espoir d'atteindre Mars. Et ironie de l'histoire, cette sonde a bien fonctionné dans l'espace interplanétaire et a atteint l'orbite martienne, mais bon, avec Mars qui était à l'opposé, et elle fonctionnait encore.
Voilà. La seule sonde soviétique qui, pour l'instant, a fonctionné, qui aurait pu atteindre Mars, mais qui ne peut pas atteindre Mars, puisqu'elle rate sa fenêtre de lancement. Les soviétiques, voilà. C'est incroyable. Donc, la déception de Mariner 4 a fait qu'en 1966, 1967, aucune sonde n'a été lancée vers Mars. Bon, à l'époque, il y avait aussi d'autres priorités. En 1967, c'est vraiment là, on est en plein cœur de la course à la Lune. Hein. Soyouz, Apollo, tout en construction. Donc, la priorité, c'est la Lune. Donc, les ingénieurs laissent passer la fenêtre de 1967. Mais 1969, les Américains et les Soviétiques relancent des sondes à destination de Mars. Donc, les Américains lancent Mariner 6, donc, qui est très semblable à Mariner 4. Et succès, donc survol de Mars le 31 juillet 1969, donc 10 jours après le premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc la sonde qui est un peu améliorée par rapport à Mariner 4, pardon, donc survole Mars, prend beaucoup plus de photos, donc montre toujours une surface cratérisée, mais pas que. Pas que, parce que regardez l'image en haut à droite, un terrain, c'est pas vraiment un cratère, là, l'espèce de patatoïde un peu biscornu, là. Ça ressemble pas du tout à un cratère. Donc là, les géologues ont haussé le sourcil. Tiens, c'est pas un cratère, c'est un terrain chaotique. Ça veut dire que l'histoire de Mars, finalement, elle est différente de la Lune. Il y a peut-être des choses intéressantes sur Mars. Et donc, quelques jours plus tard, donc Mariner 7, la jumelle de Mariner 6, à l'époque, il lançait tout en double, hein, histoire s'il y avait une sonde qui tombait en panne, on avait une solution de secours. Bon, évidemment, si c'était soviétique, ils lançaient tout en double, mais tout foirait en double. Donc, c'était l'échec complet du début à la fin. Enfin, j'exagère, mais c'était presque ça. Donc, pareil, nouveau succès avec Mariner 7, donc survol le 5 août 1969, donc quelques jours après Mariner 6. Donc, les deux sondes de succès, quelques jours après Apollo. Alors là, les Américains jubilés. Donc, bon, on n'a pas cartographié avec ces deux sondes toute la surface de Mars, mais déjà une bonne partie de la surface de Mars. Et regardez là, cette image là sur la droite, un terrain plat sans relief. Il n'y a rien à voir. Eh ben, en fait, il n'y a rien à voir, mais ça veut dire que c'est très intéressant. C'est une surface plate, donc qui a pu être, je ne sais pas, par exemple, recouverte de lave, recouverte d'eau, recouverte de sable, on peut tout imaginer. Ah, ça veut dire que le paysage est complètement différent de celui de la Lune. Donc, ça veut dire qu'il y a une histoire géologique complètement différente. Donc, les deux sondes ont permis de découvrir que le pôle sud est couvert principalement par de la glace carbonique. Il y a une couche de glace d'eau sous la surface, mais en surface, c'est de la glace carbonique. Et les deux sondes ont permis de découvrir qu'il n'y avait aucune corrélation marquante entre les formes géographiques des clichés et les traditionnelles taches d'albédo observées sur Terre. Et ça a mis fin vraiment au mythe des canaux martiens. Parce que jusqu'en 1969, les Américains, même à la NASA, certains à la NASA utilisaient encore les cartes des canaux martiens, qui n'étaient pas valables du tout, mais ils imaginaient encore pouvoir trouver des canaux martiens. Ils avaient vraiment l'esprit de douter. Mais là, grâce à Mariner 6 et Mariner 7, là, non, les canaux martiens, ça ne peut pas tenir la route. Mais Mars avait une histoire géologique vraiment intéressante. Je vous parle des sondes soviétiques ou pas? Parce que bon, finalement, les deux sondes lancées vers Mars par les soviétiques, les fusées ont explosé au lancement. Donc voilà, ils ont tenté encore leur chose. J'ai pas fait les scores du États-Unis, Union soviétique, mais là, je crois qu'on est sur du 3-0. Hein. 3 succès et beaucoup d'échecs pour les soviétiques. Enfin, 3 succès américains, bien évidemment. Donc, fenêtre suivante, 1971. Alors, particularité de la fenêtre de 1971, c'est que la fenêtre de 1971 était proche de ce qu'on appelle une opposition périhélique. Donc, ça veut dire que Mars passait au plus près de la Terre, à son endroit de l'orbite le plus proche du Soleil. Et dans ces conditions,
les astronomes avaient prévenu les ingénieurs en disant attention, dans ces conditions, c'est les saisons idéales pour les tempêtes globales de poussière. Si vous lancez des sondes qui vont prendre des photos de la surface, qu'il y a une tempête globale de poussière qui se déclenche, vous n'allez rien voir de la surface, vous allez voir que de la poussière. Eux, les ingénieurs disent, c'est pas grave, on lance quand même les sondes. Et là, l'objectif, c'était pas de simple survol, c'était vraiment être le premier à s'insérer sur orbite autour de Mars. Donc, entre États-Unis et Soviétiques, de savoir qui irait mettre une orbite, qui irait se mettre en orbite le premier autour de Mars. Donc, les Américains et les Soviétiques ont préparé plusieurs sondes. Donc, les Américains ont préparé 2 sondes, les Soviétiques 2 ou 3 sondes. Donc, les Américains ont été le premier sur la fenêtre de tir, donc avec Mariner 8, qui malheureusement était un échec. La fusée est tombée en panne quelques minutes après le lancement et au lieu d'atteindre Mars, Mariner 8 s'est écrasé au large de Porto Rico après un vol de quelques minutes. Bon, donc ça laissait le champ libre aux Soviétiques pour être les premiers à être autour de Mars. Donc les Soviétiques ont lancé Cosmos 419. Alors, si vous êtes malin, le nom ne se rapporte pas à Mars, donc ça veut dire que c'était un échec. Donc, Cosmos 419, la sonde reste en orbite terrestre à cause d'une erreur grotesque. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les Soviétiques avaient un retard technologique par rapport aux Américains. Les Américains pouvaient, entre guillemets, reprogrammer une sonde à distance. Ils envoient une sonde autour de Mars et puis ils pouvaient dire, tiens, tel jour, on envoie une commande à distance et la sonde se tourne, fait une manœuvre orbitale et tout. Les Soviétiques, ils ne savaient pas le faire. Donc, ils avaient une programmation bête et méchante. Ils avaient tout programmé dès le départ sur des petites fiches à l'intérieur de la sonde en disant 1 heure et demie après le lancement, le moteur s'allume, il dure 2 minutes, ça s'éteint, machin. Arrivé sur orbite au bout de tant de jours, la sonde fait ci, fait ça, enfin, tout était programmé, il n'y avait aucun moyen de pouvoir reprogrammer une sonde. Le problème, c'est que l'ingénieur qui avait programmé Cosmos 419, au lieu de rentrer sur sa petite fiche, mise à feu du moteur 1 heure et demie après la mise en orbite, il s'est planté d'unité, il a mis 1 an et demi. Donc, la sonde n'a jamais allumé son moteur. Et sachant que la sonde était sur orbite basse autour de la Terre, elle est retombée dans l'atmosphère 2 jours après. Et là, les dirigeants soviétiques, ils n'étaient pas contents. Et ils ont dit que c'était une faute lourde et impardonnable. Donc, ils ont dû finir au goulag, là, les pauvres ingénieurs de Cosmos 419. Mais bon, les Soviétiques ont quand même lancé 2 sondes avec succès vers Mars. Donc, elles ont quand même quitté l'orbite terrestre. Celle-là, donc, il y avait la première, c'était Mars 2, lancée le 19 mai. Donc, avec comme objectif mise en orbite. L'orbiteur devait étudier la surface, l'atmosphère, les nuages, le vent solaire, les champs magnétiques. Et cette sonde était munie d'un atterrisseur qui devait se poser à la surface avec les premières photos, avec une station météo, avec de quoi analyser le sol. Donc là, les Soviétiques, si tout avait réussi, ils auraient été non seulement les premiers à s'insérer en orbite autour d'une autre planète, mais aussi les premiers à se poser sur une autre planète. La Lune n'était pas une planète, donc les Soviétiques avaient été les premiers à se poser sur la Lune, mais pas sur une autre planète. Alors, succès partiel. J'ai mis succès partiel. Pourquoi? Parce que Mars 2 s'est correctement mise en orbite le 27 novembre 1971. Bon, pas de bol, c'est que les Américains ont lancé une sonde après eux, mais la fusée étant plus puissante, elle était plus rapide. Donc, quelques jours avant, ils ont été grillés par les Américains avec Mariner 9. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Et donc, quelques jours après, ils ont tenté de faire atterrir l'atterrisseur sur Mars. Ça fait beaucoup d'herbe atterrir dans cette phase. Et en fait, tout s'est pas passé comme prévu. Et l'atterrisseur, au lieu d'atterrir en douceur, s'est écrasé avec fracas. Mais bon, comme les Soviétiques n'avaient pas dit on a fait un atterrisseur en douceur, ils ont dit on a été les premiers à toucher la surface de Mars, on voulait s'écraser sur Mars, tout était calculé.
reculez, on vous a eu. Bon, depuis, on sait qu'on ferait leur mission. Mais bon, à l'époque, c'était présenté comme un succès complet. Et Mars 2 avait une jumelle avec Mars 3, lancée quelques jours plus tard. Donc, les objectifs étaient identiques, mais petite différence, c'est que la sonde Mars 3 embarquait une petite expérience de stéréo pour étudier le rayonnement solaire pendant le voyage vers Mars. Donc, elle aussi s'est mise en orbite le 2 septembre 1971 et l'atterrisseur a commencé à descendre vers Mars en douceur et, on va dire, succès très partiel. L'atterrisseur s'est posé en douceur sur Mars, a transmis des données pendant 27 secondes, mais on a une perte ridicule de la mission. Je vous explique pourquoi, vous allez rire. Alors, donc, 1971, les astronomes avaient prévu, il y aura sûrement une tempête globale de poussière sur Mars. Il y a eu une tempête globale de poussière sur Mars. Donc, faire atterrir une sonde en pleine tempête de poussière, c'est pas l'idéal. Donc, on pense que les frottements de poussière ont fait de l'électricité statique qui a fait disjoncter carrément toute l'électronique de bord. Mais l'autre explication la plus probable, c'est qu'en fait, pour atterrir, il y avait un petit parachute au-dessus de l'atterrisseur qui devait se décrocher juste avant l'atterrissage, mais ce petit parachute s'est décroché peut-être trop tard et a très certainement atterri sur l'atterrisseur, qui a masqué carrément tout moyen de communication vers la Terre. Donc vraiment une perte ridicule de l'atterrisseur. Mais cette erreur a été apprise puisque depuis, tous les parachutes des sondes envoyées vers Mars, quand un atterrisseur doit se poser sur Mars, les parachutes sont largués bien, bien avant. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais bon, malheureusement pour les soviétiques, à l'époque, ils l'ont appris très cher. Et évidemment, les 27 secondes de données seront inexploitables. La sonde avait commencé à transmettre une image, mais alors on n'a que le haut de l'image, et comme c'était le plein ciel, et que c'était une tempête de poussière globale, ben en fait, on ne voit absolument rien du tout. Dommage. Mais bon, ça veut dire que la technique pour de se poser sur Mars, il y a une sonde qui peut quand même se poser sur Mars sans se poser. Alors, donc, je vous ai parlé justement de la tempête globale de poussière. Donc, les deux sondes Mars 3 et Mars 2 et Mars 3 étaient correctement sur orbite, mais malheureusement, les deux sondes ont pris 60 photos de la planète Mars en début de mission. Elles étaient programmées pour ça. Hein. Dès le début de la mission, on photographie la planète Mars. Et finalement, on ne voit rien du tout. Voilà. Une des meilleures images de la mission, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit des taches rouille grises. Mais bon, avec les radars embarqués à bord, on a découvert que sur la planète Mars, il y avait des reliefs élevés, dont au début, quand on a découvert ça, on s'est dit non, c'est pas possible. On a indiqué qu'il y avait une montagne qui mesurait 22 km de haut, ce qui paraît très, 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 très haut. Mais apparemment, c'était crédible. Les deux sondes ont quand même, je me moque beaucoup, mais elles ont quand même fait quelques découvertes. Donc, elles ont mesuré la quantité de vapeur d'eau. Donc, on a quelques microns d'eau dans l'atmosphère de Mars. Hein, c'est vraiment très sec. Elles ont confirmé que la pression au sol, vraiment, il n'y en a quasiment pas. Hein, l'atmosphère est très, très ténue. Hein, 5,5 à 6 millibars. Hein, c'est 100 fois moins que l'atmosphère terrienne. Et elles ont mesuré la température du sol qui est comprise entre moins 110 degrés et 13 degrés. Hein. Donc, si vous voulez aller sur Mars, prenez des gourdes d'eau, hein, déjà pour boire, mais prenez une bonne grosse laine, hein, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Pendant ce temps-là, donc en parallèle, les Américains ont lancé la sonde jumelle de Mariner 9, la sonde jumelle, pardon, de Mariner 8, donc Mariner 9, qui, elle, ne s'est pas écrasée au large de Porto Rico. Donc là, succès complet. Lancement le 30 mai 1971 et mise en orbite le 14 novembre 1971. Et donc là, les Américains étaient fiers, c'était la première mise en orbite autour de notre planète. Et là, c'est là qu'on voit l'avantage de la reprogrammation à distance d'une sonde, parce que quand les Américains sont arrivés en orbite autour de Mars, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Oh, la tempête de poussière globale. Donc, regardez l'image de Mars. Là, on voit un globe gris. Rien du tout. On voit absolument rien à la surface. Donc, c'était la consternation. Et pourtant, les astronomes avaient prévenu. Et c'est non. En attendant que cette tempête globale de poussière s'estompe, les Américains
ont tourné la sonde, non pas vers la surface de Mars, mais vers les lunes de Mars, donc vers Phobos et Deimos. Hein. On a eu les premières images de ces deux lunes. Mais bon, si vous êtes attentif, regardez bien l'image en haut à gauche. Dans la poussière, là, on voit un peu des taches grises. Pas les petits points noirs là qui sont alignés, mais entre les points noirs alignés, là, il y a 3 points gris, là, un peu flous, alignés. Et sur la gauche, là, vraiment, sur le bord où il y a la nuit, donc, aussi une grosse tache assez sombre. Alors, 4 points noirs mystérieux plantés sur l'équateur, qui correspondaient à peu près aux montagnes de 22 km de haut mesurées par la soviétique. Ah, vraiment, à l'époque, qu'est-ce que c'est que, ces machins-là? Et ben, on a eu la réponse quelques mois plus tard, puisque évidemment, les tempêtes globales de poussière se calment. Et en mars 1972, la tempête, on voit enfin la surface, et là, wow, le paysage de Mars se révèle à Mariner 9. Regardez, donc déjà, on découvre que ces fameux points noirs, ce sont des volcans géants, dont le plus grand, donc le mont Olympe, mesure plus de 20 km de hauteur, 800 km de diamètre. C'est vraiment énorme. Et regardez l'image en bas. Hein, là, en 1965, on pensait vraiment la surface de Mars, c'est celle de la Lune. On a des trucs entortillés qui ressemblent à des lits de rivière, comme des lits de rivière, mais bon, asséchés. Et là, l'intérêt de Mars a grandi. Puisque qui dit lit de rivière asséchée dit que il y a peut-être des rivières qui ont coulé par le passé. Logique. Donc, mais ça veut dire que de l'eau a pu exister à l'état liquide à la surface de Mars. Donc, mais qui dit eau dit vie. Enfin, bref, là, l'intérêt vraiment de Mars est rené en quelques semaines. Donc, Mariner 9 a pris plus de 7000 images de Mars. Donc, étudier la météo, elle a découvert des fronts nuageux, des nuages de glace, des nappes de brouillard dans certaines vallées. Mariner 9 a mesuré la composition, la densité, la pression, la température de l'atmosphère. Elle a découvert, regardez, un canyon géant de 4000 km de long, de 8 km de profondeur, qui a été baptisé en l'honneur de Mariner 9, Valles Marineris. Et donc, pendant un an, cette sonde nous a envoyé des images incroyables de Mars, et c'est vraiment l'une des plus belles réussites de l'histoire de la conquête spatiale. Donc, quelques années après Apollo 11, après l'émission Apollo, la découverte de la planète Mars avec Mariner 9, vraiment une des plus belles réussites. Donc, qui a vraiment relancé vraiment tout l'intérêt de l'exploration de la planète Mars. On est passé de quelques années à une planète sans doute morte comme la Lune. Ah bah oui, mais il y a des lits de rivière asséchés, donc ça veut dire que l'histoire de Mars est vraiment plus compliquée que ça en a l'air. Nouvelle fenêtre de tir, 2 ans plus tard, 1973. Bon, bah là, les Américains n'étaient pas prêts. Là, en découvrant des lits de rivière asséchés, ils avaient décidé de faire des sondes vraiment très spécifiques pour l'étude de la vie martienne. Et ils n'étaient pas prêts pour 1973. Mais là, les Soviétiques voulaient prendre leur revanche. Ils n'ont pas construit 2, ils n'ont pas construit 3, ils ont construit 4 sondes destinées à explorer la planète Mars. Et quelques semaines avant le lancement de toutes ces 4 sondes, les ingénieurs soviétiques ont découvert que les puces électroniques de ces sondes étaient foireuses. Et au lieu de dire, on retarde encore de 2 ans, histoire de pas se faire doubler par les Américains, on lance quand même, c'est pas grave, ça sera peut-être des échecs, mais on lance quand même. Ils s'en foutent, les soviétiques. Donc, Mars 4, lancement le 21 juillet 1973, avec comme objectif la mise en orbite, l'étude de la composition, la structure, les propriétés de la surface et de l'atmosphère, et de relais de transmission pour Mars 6 et Mars 7 qui devaient atterrir sur Mars. Donc, le 10 février 1974, la sonde devait allumer son moteur pour se mettre en orbite autour de Mars. Et la puce électronique à bord étant foireuse, le moteur ne s'allume pas correctement. Et au lieu de se mettre en orbite, la sonde survole Mars et tourne depuis autour du Soleil. Et donc, la sonde de Mars 4 n'a renvoyé qu'une douzaine d'images de Mars. Donc voilà, premier échec. Mars 5, sa jumelle,
qui se met en orbite autour de Mars le 12 février, donc avec succès, mais la puce électronique de Bohr étant foireuse, quelques jours plus tard seulement, donc le 5 mars, donc au bout de 22 orbites seulement, la sonde tombe en panne. Donc, elle a quand même renvoyé 108 images, mais bon, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un succès? 108 images quand 2 ans avant, on avait une sonde américaine qui prenait plus de 7000 images de la surface. Mars 6, alors là, c'était une mission double. Donc, une grosse sonde porteuse qui devait juste survoler Mars et un atterrisseur. Alors là, échec quasi complet. Donc, ben, le survol de Mars se fait avec succès, mais bon, un survol n'est qu'un survol. Hein. Mais sachant que la puce de bord était foireuse, une grande partie des données du survol étaient inutilisables ou inexploitables. Et l'atterrisseur a commencé à descendre vers Mars tout doucement. Et quelques secondes avant de toucher le sol, la sonde est tombée en panne. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, on a quand même réussi à récupérer 224 secondes de données pendant la descente. Donc, on a quand même des données techniques de la descente. Mais bon, même si c'est la première sonde à transmettre des informations in situ sur l'atmosphère martienne, c'est franchement pas un succès. Hein. Et sonde jumelle de Mars 6, donc Mars 7, lancée le 9 août 1973. Là, échec complet, donc avec toujours ces fameuses histoires de puces poireuses. Quelques jours avant le largage prévu de l'atterrisseur, la sonde, elle pète un plomb et elle largue comme ça dans l'espace l'atterrisseur. Donc, en fait, l'atterrisseur et la plateforme porteuse ont survolé Mars, tranquille, comme ça, sans envoyer de données. Donc, voilà. La planète rouge, c'est paradoxal. Normalement, la planète rouge devait sourire aux soviétiques, hein, les rouges. Mais finalement, ben, Mars, c'est un véritable cauchemar pour les soviétiques. Vous pouvez me citer un succès complet des soviétiques autour de Mars, à part Mars 3, et encore, c'est tombé en panne très vite. Pourtant, ils en ont lancé des sondes. Donc voilà, là, ils se sont dit non, on arrête Mars et on se tourne vers Vénus. Et finalement, le programme Venera des sondes soviétiques lancées vers Vénus, ça leur a souri puisque bah, c'était un succès complet. Hein. Toutes les missions Venera ont bien fonctionné. Sauf une idée. Mais bon, par rapport à l'exploration de la planète Mars, c'est le jour et la nuit. Donc, nous voilà à la fenêtre de tir de 1975, avec seuls les Américains qui lancent 2 sondes à destination de Mars. Et ces sondes-là, je suppose que vous les connaissez très bien, ce sont les sondes Viking 1 et 2. Alors là, vraiment, mission très complète, avec un orbiteur qui devait photographier toute la surface de Mars, et surtout un atterrisseur là, qui est compris dans la petite capsule qui est autour de l'orbiteur. Alors, avec des missions d'exobiologie, donc atterrisseurs qui devaient prendre des photos de la surface, mais surtout prélever des morceaux des échantillons du sol et les amener dans un petit four qui est à l'intérieur de l'atterrisseur. Et expérience de biologie ont donné, entre guillemets, à manger à ces échantillons du sol et on regardait s'il y avait une réaction biologique. S'il y avait par exemple des bactéries à la surface de Mars, on aurait pu avoir un dégagement d'oxygène, de méthane, de gaz carbonique, etc. Donc on voulait voir s'il y avait des réactions biologiques avec le sol de Mars. Donc succès complet pour les Américains avec Viking 1 qui s'insère en orbite le 20 juillet 1976 et les Américains ont pensé à tout avant de faire atterrir une sonde à la surface de Mars. L'orbiteur, photographier bien la surface de la zone où on voulait faire atterrir pour voir s'il n'y avait pas de gros rochers qui puissent gêner l'atterrissage. Donc, la première cible sur Mars décidée s'est avérée pleine de rochers, donc les Américains ont décidé de faire atterrir l'atterrisseur autre part. Et le 20 juillet 1976, voilà, je vais passer à la diapo suivante, en fin d'après-midi, voilà, succès
de l'atterrissage de l'atterrisseur de Viking 1 avec une photo très classique depuis. On voit le pied de la sonde, on voit le sol de Mars, et depuis la tradition, à chaque fois qu'il y a un atterrisseur qui se pose sur Mars, c'est de prendre en première photo le pied de la sonde et le sol pour dire que tout va bien. On voit bien le sol, mais que la sonde est encore intacte. Et quelques jours plus tard, donc, on a un panorama complet de la zone. Donc, zone plate, avec quelques cailloux. Et là, ce qui a fait peur aux ingénieurs, c'est que regardez, là, juste à côté de la sonde, là, il y a un gros rocher de 2 mètres de diamètre. Si la sonde s'était posée, par exemple, à 5 mètres à côté, elle aurait pu percuter ce rocher et tout compromettre. Et là, donc, succès complet pour Viking 1, puisque la mission scientifique a duré 6 ans. 6 ans, rendez-vous compte. L'orbiteur n'a été désactivé qu'en 1980 et l'atterrisseur s'est éteint le 13 novembre 1982, alors qu'il s'était posé en juillet 1976. Ça, c'est important, je vais en reparler dans quelques minutes. Donc, sonde jumelle de Viking 1, Viking 2, lancée quelques jours après. Encore une fois, un grand succès, mise en orbite le 7 août et atterrissage de Viking 2 le 3 septembre 1976 dans Utopia Planitia. Donc encore une plaine pleine de cailloux. Et à l'atterrissage, ce qui avait interrogé, c'est que l'horizon n'était pas parfaitement plat alors que c'est un paysage de plaine normalement. Je vais vous montrer, voilà. Ça se voit mieux sur la photo du haut. Regardez, panoramique complet. En fait, l'horizon est incliné. Que la sonde s'est posée, il y a un des pieds de la sonde qui s'est posé sur un caillou. En fait, la sonde était un peu penchée à l'atterrissage. Heureusement, elle a très bien fonctionné. Ouf. Bon, Viking 2 a duré un peu moins longtemps que Viking 1, mais bon, elle a quand même duré jusqu'en 1980 pour l'atterrisseur et 1978 pour l'orbiteur. Donc, bilan des deux sondes de Viking 1 et 2, les résultats sont colossaux. Alors, par exemple, 97% de la surface est cartographiée avec une résolution de 150 à 300 mètres. Là, vraiment, on a vraiment une très bonne idée de toute la surface de Mars. Les sondes ont découvert qu'il y a un cycle du gaz carbonique suivant les saisons sur Mars. Il y a un échange de gaz carbonique dans l'atmosphère du pôle nord au pôle sud. On a des stations météo qui sont restées actives pendant 3 années martiennes, avec plus de 3 millions de mesures. Alors, ça, c'est bien parce que finalement, en étudiant sur plusieurs années, on a vraiment une idée globale de la météo des cycles saisonniers sur Mars. Là, on a vu l'été sur Mars, on a vu l'automne sur Mars, l'hiver, etc. On a pu étudier la composition chimique du sol et de l'atmosphère. Et on a fait évidemment les fameuses expériences de biologie. On a donc prélevé des échantillons du sol, on les a mis dans les petits fours, voir s'il y avait des résultats biologiques. Alors, pour les deux sondes, premier test, résultat biologique positif. Il y a eu quelque chose qui s'est dégagé, il y a eu du CO2, etc. Donc là, on s'est dit, ouais, il y a des bactéries dans le sol. Donc, on pourrait tirer l'expérience. En science, il ne faut jamais se contenter d'une seule expérience. Il faut toujours refaire l'expérience. L'expérience a été refaite et on avait beau refaire l'expérience, il n'y avait plus de réaction du tout. Alors, depuis, on s'est rendu compte que c'était sûrement la peinture de la sonde qui réagissait pour le premier test et qui après faisait tout foirer. Donc, le paradoxe, c'est que finalement, aucune réaction biologique prouvée à la surface de Mars. Donc, vraiment, vraiment déçu beaucoup de monde qui attendait à trouver des bactéries à la surface de Mars. Et donc, le grand paradoxe, c'est que les deux missions font un succès complet, mais comme on n'a rien trouvé en biologie, c'est que la NASA s'est désintéressée de la planète Mars pendant 15 ans. Donc, voilà. En 1982, la NASA a dit ben, on laisse un peu tomber Mars, on explore d'autres astres. C'est fou. On avait des super missions et tout s'arrête. 1988. Ah tiens, revenons les soviétiques. Donc, ils se sont dit, on va pas étudier Mars, on va étudier les lunes de Mars. On va étudier Phobos, par exemple, avec Phobos 1 et 2. Ce sont les sondes qui ont été lancées en 1988. Donc, avec comme objectif étudier la surface de Mars, étudier l'environnement planétaire de Mars, observation du Soleil et caractérisation de l'environnement plasmatique au voisinage de Mars et étude de la surface de l'atmosphère martienne.
Alors, cette sonde embarquait des petits atterrisseurs qui devaient se poser sur Mars. Et elle avait aussi embarqué un canon laser, hein. On était à l'époque de Star Wars, hein, et ils voulaient tirer au laser sur Phobos pour voir la composition des roches. Alors, il y avait deux petits atterrisseurs, DAS et Hopper. Alors, Hopper, c'est dommage qu'il n'ait pas marché. C'était un zébulon planétaire. C'était une sonde avec un petit ressort interne qui se posait sur Mars. Et le ressort s'activait et quelques minutes plus tard, boing, tournicotis, tournicoton, cette sonde aurait dû explorer le Phobos en sautillant. Et bon, bah, malheureusement, pour les soviétiques, encore une fois, c'est que la sonde est tombée en panne quelques semaines après le lancement. Donc, bon, échec. Phobos 2, lancé quelques jours plus tard, s'est correctement mise en orbite autour de Mars le 29 janvier 1989. Et le 27 mars 1989, quelques heures seulement avant que les petits atterrisseurs se posent sur Phobos, là, vraiment, l'instant le plus crucial de la mission, vraiment pas de bol pour les soviétiques. Éruption solaire, une grosse éruption solaire. La sonde s'est pris des protons très chargés et la sonde est tombée en panne à cause d'une éruption solaire. Donc voilà, encore un échec au tableau des soviétiques. Vraiment pas de bol. 1992, les Américains décident de s'intéresser à Mars et là décident d'envoyer une grosse sonde, hein, très complète, à 1 milliard de dollars. Retenez bien le chiffre, vraiment grosse sonde, hein, 2 tonnes et demie. Alors là, qui devait tout faire, hein, qui devait cartographier Mars, cartographier la composition du sol, mesurer le champ de gravité, étudier l'atmosphère, etc., etc. Donc, la sonde devait se mettre en orbite le 24 août 1993 et malheureusement, au moment de l'allumage du moteur pour se mettre en orbite, bah, la sonde a disparu des radars. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, le moteur a explosé pour la mise en orbite. Donc là, ça a été traumatisant pour les Américains parce que c'était leur premier échec autour de Mars depuis plus de 20 ans. Puis en plus, il y a 1 milliard de dollars, ils avaient mis beaucoup d'espoir et la sonde ne marche pas. Donc là, la NASA décide, au lieu de faire une grosse sonde complète, très chère, très lourde, qui peut tomber en panne, se dit, on va faire un programme, une autre philosophie, le Better, Faster, Cheaper, hein, c'est une chanson des Daft Punk, c'est faire des sondes plus petites. On diminue les objectifs, mais on lance plus de sondes. Ben, elles sont plus petites, il n'y a qu'un ou deux instruments, et on les construit plus vite et moins cher. Donc, meilleur, plus vite, moins cher. Better, faster, cheaper. Donc, 1996, première sonde du programme Better, faster, cheaper. Mars Global Surveyor, donc, qui a testé l'aérofreinage. Donc, au lieu d'une grosse mise en orbite avec allumage d'un gros moteur fusée, c'est allumage du moteur fusée, mais on s'aide de l'atmosphère martienne pour freiner. On caresse le haut de l'atmosphère pour freiner. Et cette technique est toujours employée de nos jours. Donc, mais bon, c'est un peu long, ça met quelques mois à se mettre en orbite correctement, mais ça marche. Et bah, succès complet, hein, puisque la sonde est tombée en panne le 2 novembre 2006. Donc, bah, presque 10 ans après sa mise en orbite autour de Mars. Ah, j'ai un retour des mais ça, c'est pas grave. Donc, pendant 9 ans, Mars Global Surveyor a étudié l'ensemble de la surface martienne et nous a fourni de nombreuses images très détaillées de la surface et de l'atmosphère. Donc, succès complet de Mars Global Surveyor. Ah, regardez, par exemple, on a une carte altimétrique de Mars. Hein, cette sonde a permis de mettre au jour que l'hémisphère nord de Mars était beaucoup plus profond que l'hémisphère sud, qui est beaucoup plus élevé. Ah, il y a une différence. Regardez les courbes de couleur. La zone bleue, c'est 8 km de profondeur. Et les zones rouges, c'est 4 km de hauteur. Les zones marron, c'est 8 km de hauteur. Donc, on a plus de 16 km de différence entre la zone la plus basse et la zone la plus haute. C'est fou. Et autre découverte inattendue, celle-là, c'est un champ magnétique résiduel. Alors, ça veut dire que dans le passé, dans un lointain passé, Mars avait un champ magnétique comme celui de la Terre. Mais
ne l'a plus actuellement. Elle se prend toujours les tempêtes solaires, mais il y a un petit résidu. Ah, en 1996, les Russes ont aussi lancé une sonde à destination de Mars, donc Mars 96, qui n'a pas réussi à quitter l'orbite terrestre. Ils ont vraiment pas de bol, ces Russes. La sonde est retombée au bout de 3 orbites, donc quelques heures après son lancement, dans le Pacifique, au large du Chili. Et c'est dommage parce que c'était une mission très ambitieuse qui embarquait des instruments français. Mais bon. Et 1996 voit aussi le lancement d'un petit rover, le premier petit rover, euh, puisque je vous l'ai encore dit, c'est que le succès des missions Viking, euh, c'était enfin, Viking, c'était bien, mais c'était juste un atterrisseur sur un point donné. Et l'idée avait été peut-être de faire un Viking 3 muni de petites roulettes pour pouvoir se déplacer, parce que c'est aussi intéressant de se déplacer à la surface. On aurait pu rater un élément important de l'étude de Mars à quelques mètres. Donc là, on s'est dit, on va essayer de faire rouler des petits robots à la surface de Mars. Donc Mars Pathfinder, donc c'était le pionnier. En anglais, Pathfinder, c'est-à-dire le pionnier. Donc là, c'était pas une mission scientifique, c'était vraiment une mission technologique. C'était pour voir si on peut faire atterrir un rover à la surface de Mars et le faire rouler. Donc faible intérêt scientifique, mais bon, pour la suite, ça peut être très intéressant de faire rouler un petit rover test. Hein, c'est comme le petit hélicoptère que Persévérance embarque. Là, on va essayer de faire voler un drone dans l'atmosphère de Mars. Hein, qui n'a jamais été fait. Ça va être intéressant les semaines qui viennent à voir si un drone peut voler dans l'atmosphère de Mars. Pour le futur, ça peut donner des idées de sondes. Alors, succès complet, Mars Pathfinder se pose sur Mars. La date avait été choisie par la NASA le 4 juillet 1997, puisque le 4 juillet, évidemment, pour les Américains, c'est leur fête nationale. Ils avaient fait exprès de faire atterrir quelque chose sur Mars le jour de la fête nationale. Donc, vraiment, et grand succès de la mission, puisque c'était 1997, c'est vraiment les tout débuts d'Internet. Hein, c'était la première mission online. Donc, et quand même à l'époque, 800 millions de connexions Internet en 3 mois. C'est vraiment la première mission Internet. Donc pendant 3 mois, le petit rover n'a parcouru que 100 mètres. Mais bon, à l'époque, c'était déjà très bien. Et a envoyé plus de 16 000 images. Hein. Regardez, hein, la surface de Mars, la qualité des images était vraiment très bonne. Donc, la technologie des rovers fonctionnait, qui laissait présager de belles missions à l'avenir. Donc voilà pour la fenêtre de tir en 1996. 1998-1999, puisque les fenêtres de tir se décalant petit à petit, ont chevauché fin 1998-1999. Donc, nouvel acteur dans l'exploration de la planète Mars, le Japon, avec la sonde Nozomi. Donc, Nozomi en japonais, ça veut dire espoir. Alors, les soviétiques, en 1965, avaient raté la fenêtre de tir de quelques mois. Les Japonais, pour rendre hommage aux Américains, ont décidé de lancer une sonde vers Mars avant la fenêtre de tir. Pourquoi pas? C'est un peu stupide comme idée, mais pourquoi pas? Donc, pendant quelques mois, la sonde a tourné autour de la Terre. Et au moment du départ vers Mars, du vrai départ vers Mars, donc le 20 décembre 1998, un des moteurs a foiré et la sonde n'a pas pu partir correctement vers Mars. C'est dommage. Donc, les Japonais ont essayé de rattraper leur erreur. Ils se sont dit, bon, ben, on rate la fenêtre de 1999, mais on vise la fenêtre d'après. Donc, voilà, 2 fenêtres après, tellement la sonde avait dévié. Donc, Nozomi devait finalement survoler Mars, enfin même se mettre en orbite autour de Mars, mais bon, avec la panne de moteur, c'était plus trop possible. Donc, devait se mettre en orbite, enfin, devait survoler Mars, pardon, en décembre 2003. Mais malheureusement, éruption solaire le 2 avril 2002 qui fait détraquer carrément la sonde. Et donc, finalement, la sonde est abandonnée en décembre 2003 et a survolé Mars, mais sans envoyer de résultat, le 14 décembre. Donc, premier essai japonais et échec. Mais bon, c'est pas gagné à tous les coups. Alors, ensuite, les Américains lancent Mars
Climate Orbiter, pardon, en décembre 1998. Donc, comme son nom l'indique, cette sonde devait étudier l'atmosphère martienne et étudier son climat. Donc, elle n'a embarqué que 2 instruments. Et là, la mise en orbite a été un échec complet. La sonde s'est désintégrée dans l'atmosphère martienne le 12 septembre 1999 à cause de la plus grossière erreur de l'histoire de la conquête spatiale. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous cette grossière erreur. Je vous ai parlé tout à l'heure du petit parachute qui est retombé sur l'atterrisseur soviétique. Là, c'est encore pire. On est aux États-Unis. On a le JPL qui construit les sondes, qui fait appel à des sous-traitants, donc Boeing, Northrop Grumman, etc. On a la NASA. On est aux États-Unis. On a des unités métriques internationales et on a des unités américaines, des gallons, des pieds. Et en fait, quand ils ont programmé la sonde, au lieu de mettre des newtons par mètre, ils ont mis des unités américaines qui ne correspondaient pas. Ce qui fait que la sonde, au lieu de s'insérer en orbite à 100 km d'altitude, elle s'est insérée en orbite à 20 km d'altitude. Donc, en fait, elle est rentrée à pleine vitesse dans l'atmosphère de Mars et elle a brûlé. Mais franchement, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils utilisaient des unités américaines au lieu des unités internationales. C'est voilà. Donc, ils ont perdu franchement une sonde très bêtement. Mais le pire, c'est que c'est pas fini. Ah, on se moquait des soviétiques tout à l'heure. Mais les Américains, ils ont presque fait pire. Avec Mars Polar Lander. Donc, c'est un atterrisseur qui devait se poser près du pôle sud de Mars pour essayer de trouver de la glace dans le sous-sol. Et cette sonde était accompagnée de 2 pénétrateurs qui devaient vraiment pénétrer dans le sol de Mars en s'écrasant dedans, donc le Deep Space 2. Et la descente vers Mars s'est correctement déroulée, mais la sonde s'est écrasée encore à cause d'une erreur grossière. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, la Mars Polar Lander là, qui est posée au sol là, sur le dessin. Il y a 3 trépieds là, il y a 3 pieds. Pendant le voyage vers Mars, dans l'espace, ces pieds étaient repliés sous la sonde, classique. Et au moment de l'atterrissage, il y avait un radar de bord qui disait, bon, à 20 km d'altitude, on déploie les pieds. Et ensuite, descendre sur rétrofusée. Et quand ça touche le sol, ça doit faire une secousse dans la sonde. Et si la sonde sent une secousse, ça veut dire qu'on est au sol et on coupe le moteur. Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que quand les pieds se sont dépliés, ça fait tac-tac, ça a secoué la sonde et l'ordinateur de bord, tout bêtement, a dit secousse, on est au sol et on coupe les moteurs. Sauf que les pieds se sont déployés à quelques kilomètres d'altitude et donc le moteur s'est coupé à quelques kilomètres d'altitude et voilà, les dernières minutes de la mission, à peu près des centaines de millions de kilomètres parcourus dans l'espace, la sonde s'est écrasée tout bêtement au sol. Alors là, franchement, la honte pour les Américains. Alors, première sonde perdue à cause de confusion unité américaine, unité européenne, enfin unité internationale, pardon. Et là, les trépieds, alors ils auraient pu y penser, franchement, la secousse qui éteint le moteur. Donc voilà, les Américains, encore une fois traumatisés, abandonnent le système du better, faster, cheaper. Donc, évidemment, dans le cheaper moins cher, ça veut dire que avant de lancer une sonde vers Mars, on ne faisait aucune vérification pour gagner encore plus de sous. Faire des vérifications de tests, ça coûte des sous. Donc là, ils se sont dit, non, on va quand même revenir un peu plus sérieux. Là. On vient de perdre 2 sondes et franchement, c'est vraiment pas sérieux. Donc voilà pour la fenêtre de tir de 1999. Vraiment pas glorieux. 2 sondes américaines, échec, et sondes japonaises, échec. Donc voilà. Donc, on passe à la fenêtre suivante avec 2001. Donc, c'est pas l'Odyssée de l'espace, c'est l'Odyssée de Mars, avec le mot. Donc, avec la sonde Mars Odyssey, qui était déjà construite avant 1999. Donc, ils ont décidé quand même de la lancer. C'était un simple orbiteur qui devait détecter éventuellement de l'eau passée ou présente à la surface de Mars avec un radar et aussi détecter une éventuelle activité volcanique. Et en 2001, les Américains avaient aussi prévu de lancer un atterrisseur à la surface de Mars.
mais qui était calqué sur le même modèle que Mars Polar Lander. Donc là, l'atterrisseur a été abandonné. Hein. Il se soit dit non, non, on va pas refaire 2 fois de suite la même échec. La même erreur, pardon. Donc, Mars Odyssey, heureusement pour les Américains, est un succès. La sonde s'est mise en orbite en octobre 2001 en utilisant la technique de l'aérofreinage. Et cette sonde a pu mesurer le taux d'hydrogène à la surface. Alors, pourquoi on cherche de l'hydrogène à la surface? Puisque, finalement, l'hydrogène, c'est le composant principal de l'eau, H2O. Donc, ça veut dire que s'il y a beaucoup d'hydrogène à la surface de Mars, donc dans le proche sous-sol de Mars, ça veut dire qu'il y a sûrement beaucoup de glace d'eau. Alors, regardez la carte, là, tout ce qui est bleu, c'est là où il y a beaucoup d'hydrogène, et tout ce qui est rouge, ce sont les zones sèches. Hein. Et les zones vertes, c'est des zones intermédiaires. Donc, on a sûrement de la glace d'eau près des pôles et près de l'équateur, des zones sèches. C'est pareil, presque logique. Et regardez, là, je l'ai mis en rouge, cette sonde est toujours active. Hein, lancée le 7 avril 2001, donc dans quelques jours, on va fêter les 20 ans du lancement de la sonde, et cette sonde fonctionne toujours. Donc là, vraiment, succès, succès. On passe à 2003 avec Mars Express. Ah, nouvel intervenant vers Mars, l'Europe. Hein, souriez, là, c'est un peu avec vos sous là, qu'on a financé cette sonde. Hein, parce que c'est une sonde européenne. Donc là, vraiment une belle mission. Je dis pas ça parce qu'on est européen, mais belle mission puisque cette sonde devait cartographier la surface de Mars à haute résolution, devait cartographier les minéraux à la surface avec une résolution de 300 mètres, devait étudier, enfin, doit étudier la circulation et la composition de l'atmosphère, doit sonder le sous-sol avec des sondes radar à la recherche de glace d'eau, hein, c'est un peu la mission de Mars Odyssey, mais en mieux, et rechercher aussi des traces d'eau ou de vie passée ou présente sur Mars. Ah, succès pour les Européens, Mars Express s'est correctement mise en orbite le 25 décembre 2003. Et comme Mars Odyssey, Mars Express, encore aujourd'hui, fonctionne. Et regardez les belles images qu'elle nous a envoyées. Hein. Là, c'est les cratères qui sont au sommet du mont Olympe. Là, sur la droite, on a un terrain chaotique. Vraiment des belles images, haute résolution. Mais Mars Express n'était pas seule, elle était accompagnée d'un petit atterrisseur britannique, Beagle 2, qui a été largué quelques jours avant l'arrivée de Mars Express autour de Mars. Et Beagle 2 devait se poser à Noël, le 24 décembre, dans Isidis Planitia, donc une grande plaine martienne. Avec cette sonde devait rechercher éventuellement d'éventuelles traces de vie passée ou présente sur Mars. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La mission est un échec. C'est que l'atterrissage est réussi. On pensait que la sonde s'était écrasée parce que pendant des années, on avait essayé de la contacter. Elle n'avait jamais donné signe de vie. Mais maintenant, on a des images de la sonde. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs pétales de panneaux solaires qui se sont déployés, mais pas tous. Donc, on ne sait pas pourquoi. Ah, on saura peut-être un jour en envoyant un astronaute pour récupérer la sonde. En tout cas, c'est bien dommage, c'était une belle mission, mais bon, qui n'a pas réussi. Mais la sonde ne s'est pas écrasée, elle s'est posée correctement. Là, c'est vraiment dommage d'avoir tout rien. Et en 2003, les Américains ont lancé, évidemment, hein, vous les connaissez tous, les Mars Exploration Rover, hein, Spirit et Opportunity. Donc là, vraiment des vrais rovers scientifiques, version améliorée de Pathfinder. Hein. Pathfinder, c'était vraiment un tout petit rover. Regardez la petite fille qui pose à côté un modèle à échelle 1. Vraiment, c'est des gros, enfin, entre guillemets, des gros rovers. À l'époque, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux, en 2003. Hein. Donc il y a 18 ans. Déjà. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Donc, étude, exploration in situ de Mars, déterminer l'histoire climatique et géologique du lieu et l'histoire de l'eau. Évidemment, avec Mars Odyssey, on avait des indices de là où il y avait pu avoir de l'eau à la surface de Mars, et on a décidé d'aller explorer vraiment in situ ces zones. Alors, premier rover envoyé, Spirit, qui était un succès complet. Hein. L'atterrissage s'est parfaitement déroulé le 4 janvier 2004. Donc, dans le cratère Gusev, qu'on pensait être un ancien lac,
Mais bon, les premiers résultats qui ont été trouvés, c'est que ancien lac peut-être, mais recouvert par des couches de roches volcaniques. Ça, c'est pas de bol. Bon, ça, c'est les résultats des premiers mois. Donc, on a exploré un peu la plaine sans succès à la recherche d'eau. Mais quelques kilomètres plus loin, il y avait des petites collines qui ont été nommées Columbia Hills en hommage à la navette Columbia qui avait explosé en plein vol l'année d'avant, en 2003. Et donc, bah, succès complet de Spirit, puisque normalement, les petits rovers martiens devaient vivre 3 mois, ils devaient rouler 100 mètres. Et ben, finalement, Spirit s'est ensablé à la fin de l'année 2009, est devenue une station de recherche stationnaire et elle s'est éteinte en mars 2010. Donc, ça devait durer 3 mois, ça a duré plus de 6 ans. Et ce rover-là a parcouru presque 8 kilomètres en renvoyant 124 500 photographies que je vais toutes vous montrer dans l'ordre. Non, je plaisante, je plaisante. Et donc, le jumeau de Spirit, évidemment, Opportunity, là également succès, atterrissage dans Terra Meridiani, donc une plaine sur l'équateur, le 24 janvier 2004. Et là, première image, regardez en bas, l'horizon qui est très proche. Alors là, ça a interrogé, bah, mince, comment ça se fait que l'horizon est si proche que ça? En fait, le petit rover en atterrissant avait rebondi et s'était posé au fond d'un petit cratère. Petit cratère qui a été nommé Eagle parce que ben, finalement, au golf, faire un Eagle, c'est faire un trou en un tir. Là, vraiment, on lance et le rover se pose dans un petit cratère. Et là, ben, non seulement petit cratère, mais on voit aussi un petit affleurement rocheux. Donc, à peine descendu de sa plateforme d'atterrissage, le rover y va et prend. Regardez l'image en haut à gauche. Oh, qu'est-ce que c'est que ces petites billes? Ce sont des petites billes d'hématite. Donc, au début, les imaginations s'étaient enflammées. Ah, ce sont des bactéries martiennes fossilisées. Non, non, ce sont des billes d'hématite. Mais c'est très important, ça veut dire qu'il y a eu, pour former ça, il y a eu de l'eau liquide, peut-être salée, mais il y a eu stagnation d'eau pendant un certain temps pour former ça. Donc, quelques jours plus tard, regardez l'image en haut à droite, Opportunity est sorti de son cratère, est parti explorer d'autres cratères alentours. Là, on voit le cratère Victoria en bas à gauche, et en bas à droite, je vous ai mis une des dernières images renvoyées par Opportunity. Je ne peux pas vous montrer toute la mission Opportunity parce que, regardez, la sonde a fini par mourir de sa belle mort le 10 juin 2018 à cause d'une tempête globale de poussière. Si elle n'avait pas eu de tempête globale de poussière, elle fonctionnerait sûrement encore. Opportunity devait durer 3 mois comme Spirit. Elle s'est éteinte en 2018. Elle a duré plus de 14 ans. Et elle a parcouru, là c'est le rover qui a parcouru le plus de distance à la surface d'un autre astre, plus de 45 kilomètres. C'est impressionnant. Donc, bah, évidemment, comme Viking, hein, les résultats scientifiques de Spirit Opportunity réunis sont colossaux. On n'a pas encore fini de dépouiller tous les résultats. Donc, fenêtre suivante, après 2003-2005, les Américains lancent un orbiteur, un vrai satellite espion autour de Mars, Mars Reconnaissance Orbiteur, donc pour vraiment cartographier toute la surface de Mars à très haute résolution pour des missions futures. Hein, parce qu'ils voulaient vraiment des zones d'atterrissage sans rocher, vraiment pour de belles missions futures. Donc, encore une fois, un succès, mise en orbite martienne le 10 mars 2006, et la mission est toujours en cours. Alors, regardez les belles images par exemple, cette sonde nous renvoie. Alors, en bas à droite, je vous ai mis une photo récente, prise le 18 février. Si on zoome bien, eh ben, on voit le Persévérance qui est en train de descendre vers la surface, accroché à son parachute. C'est dire la résolution de Mars Reconnaissance Orbiteur. Il peut voir les détails de presque quelques centimètres à la surface de Mars. C'est fou. Bah, évidemment, je ne peux pas vous montrer toutes les images de cette sonde, hein, tellement c'est colossal. Autre exemple, regardez là, c'est du temps d'Opportunity.
Donc là, il y a le cratère Victoria en haut à gauche. Et si on zoome sur un des bords, quand Opportunity était au bord du cratère Victoria, si on regarde bien, on voit les traces de roues à la surface. Et on voit même le rover, hein. C'est fou, hein? Là, on a vraiment des détails de quelques centimètres. Fenêtre de 2007, les Américains lancent Phoenix. Alors là, pour faire des économies, ils ont repris l'atterrisseur qui était prévu en 2001. Ils ont rectifié le problème des trépieds qui déclenchent, qui peuvent couper le moteur. Et Phoenix est envoyé vers le pôle nord de Mars à la recherche de glace proche du sous-sol. On voulait vraiment vérifier si les taux d'hydrogène forts mesurés dans le sous-sol proche du pôle, c'était vraiment de la glace d'eau qui était vraiment sous la surface. Donc, succès, avec atterrissage dans Vastitas Borealis, donc une grande plaine qui entoure le pôle nord de Mars, le 25 mai 2008. Alors, très vite, on a su qu'il y avait vraiment de la glace proche du sous-sol. Regardez l'image à droite, le sol est quadrillé gaufré. Et là, pour les géologues, ça parle, c'est que ce sol est vraiment très similaire à ce qu'on peut trouver dans la toundra canadienne ou sibérienne. C'est des paysages qui sont dus au cycle de gel et dégel de la glace dans le sous-sol. Ça, c'est vraiment caractéristique. Donc, cet atterrisseur étant proche du pôle, la mission ne pouvait pas durer des années puisque l'hiver, la glace recouvre tout et donc fait mourir l'électronique. Et donc, pendant quelques mois, Phoenix nous a renvoyé de superbes résultats et elle s'est éteinte le 2 novembre 2010. Donc, un beau succès, quelques mois seulement de vie, mais un beau succès. Le 15 janvier 2009, dans la revue Science, alors là, ça a déchaîné toutes les imaginations, l'annonce de la découverte dans l'atmosphère martienne de traces de méthane qui ont été découvertes par la sonde européenne Mars Express. Alors, au début, on n'y croyait pas trop parce que les taux de méthane mesurés, si vous regardez bien l'échelle en bas à droite, ce sont des parties par million, hein. C'est pas, il n'y a pas 2% de méthane dans l'atmosphère martienne, c'est vraiment 2 parties par million, 30 parties par million, par milliard, pardon, par milliard. Donc c'est vraiment très très faible, hein, c'est du 0,001%, mais c'est quand même une découverte assez fabuleuse, c'est que normalement, Mars n'ayant pas de champ magnétique actuel, il ne devrait pas y avoir de méthane dans l'atmosphère de Mars. Parce que détruit par les rayons ultraviolets du Soleil, le méthane dans l'atmosphère martienne ne peut survivre que 300 ans. Alors s'il y a des traces de méthane, ça peut être que du méthane récent. Et en plus, on a découvert depuis que le méthane est produit dans l'atmosphère martienne par cycle. C'est des cycles saisonniers. Alors, c'est très étrange. On s'est posé beaucoup de questions parce que le méthane sur Terre, pardon, c'est produit par exemple par des bactéries ou c'est produit par des pets de vaches. Bon, on n'a pas encore découvert de vaches sur Mars, mais peut-être des bactéries. Mais le méthane peut aussi être produit par des volcans. Alors, que ce soit biologique ou volcanique, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a peut-être encore de la vie sur Mars, peut-être des bactéries martiennes, ou si pas de bactéries, il y a peut-être dans le sous-sol encore des volcans, du volcanisme actif. Donc la planète Mars n'est pas encore morte. Et cette découverte va influencer les missions martiennes qui seront lancées vers Mars, évidemment, dans les années qui suivent. 2011. J'ai fait une petite parenthèse, mais on revient aux fenêtres de tir. Donc 2011, les Russes reviennent. Et là, les Russes se sont associés aux Chinois, donc double sonde. Donc Phobos Grunt et Yingguo 1. Donc les Russes embarquaient avec eux une petite sonde chinoise. Donc Phobos Grunt qui devait étudier Phobos et la sonde chinoise qui devait se mettre en orbite autour de Mars et étudier Mars. Donc lancement le 8 novembre 2011 et comme c'est russe, échec. La sonde ne quitte pas l'orbite terrestre. Elle reste coincée à 200 km d'altitude, ce qui fait que le 15 janvier 2012, la sonde est retombée dans l'atmosphère au large du Chili. Vraiment, mais les Russes. Rappelez-moi le dernier succès soviétique autour de Mars. En quelle année c'était? Là, on est en 2011. Hein.
Vraiment, les Soviétiques et les Russes, évidemment, vraiment pas de bol avec Mars. Et puis, évidemment, bah, la sonde chinoise qui était embarquée avec, hein, qui ne pouvait rien faire, bah, l'a brûlée avec. Donc là, les Chinois, ils n'étaient pas très contents parce qu'ils venaient de perdre leur première sonde interplanétaire. Dommage. 2011 voit aussi le lancement du rover géant Curiosity, qui a été lancé le 26 novembre. Et là, contrairement aux Russes, là, c'est un grand succès, hein. En plus, avec une technique innovante d'atterrissage, hein, le Skytrain, hein, la grue volante, hein, qu'on a vu à l'œuvre le mois dernier encore avec Persévérance. Là, parce que là, le rover est tellement gros et tellement lourd, hein, c'est la taille d'une voiture de golf, ça pèse une tonne. Là, les coups d'airbag qu'on a eu tout à l'heure, comme Pathfinder ou Spirit Opportunity, ça ne pouvait plus fonctionner, hein. Donc, il fallait vraiment une technique innovante, vraiment technique révolutionnaire à l'époque, le Skytrain. Avec succès complet, atterrissage dans le cratère Gale le 6 août 2012. Alors voilà, un succès complet de l'atterrissage. Des découvertes assez exceptionnelles, hein. Quelques semaines après l'atterrissage, Curiosity a permis de découvrir un petit galet roulé dans une rivière, ce qui a permis de déterminer que là où Curiosity est atterri, dans le temps, il y avait une rivière qui avait 1 mètre de profondeur et qui coulait à tant de vitesse pendant tant d'années. Donc, ça veut dire que de l'eau a coulé. Et d'autres expériences ont montré que il y a 4 milliards d'années, Mars était habitable. On ne sait pas si elle était habitée par des bactéries ou d'autres formes de vie, mais d'un point de vue biologique, Mars était habitable. Merci Curiosity de nous avoir montré ça, qui laisse présager de belles découvertes pour l'avenir. Et la mission est toujours en cours. Et le rover a déjà parcouru une vingtaine de kilomètres. Il prend son temps. Le but n'est pas de parcourir le plus de kilomètres possible, vraiment d'étudier les roches, l'environnement. Mais Curiosity n'est pas fait pour détecter d'éventuelles traces de vie passées, hein. C'est vraiment l'objectif de Curiosity était de déterminer Mars a-t-elle été habitable dans le passé? La réponse est oui. Après, maintenant, à cette étape, il faudrait prouver que Mars a été habité. Ça, on ne sait pas encore. C'est pour ça que Persévérance a été envoyée. Mais je vais y revenir dans quelques minutes. Alors, regardez, hein, les belles images de Curiosity. L'image du bas, c'est une image prise au mois de février, il y a quelques semaines. Vraiment, le paysage dans lequel évolue Curiosity, hein, c'est vraiment un paysage de montagne, hein, avec de belles couches géologiques qui pourront peut-être nous en apprendre plus sur le passé marqué. C'est tout ce que je fais. Alors, 2013, fenêtre suivante, encore un nouvel arrivant dans l'histoire de la conquête de Mars, l'Inde avec la sonde Mangalyaan, MOM, donc Mars Orbiter Mission. Donc, mission plus technologique que scientifique, mais destinée à étudier l'atmosphère martienne. La découverte de méthane est passée par nous. Donc, Mangalyaan, l'Inde qui décide de se lancer vers Mars, et première mission, premier succès. Et la mission est toujours en cours. Et en parallèle, les Américains ont lancé MAVEN pour étudier la haute atmosphère de Mars à la recherche de méthane, à la recherche de gaz rare. Et cette mission est toujours en cours. Bon, là, j'ai pas beaucoup de photos parce que c'est plus des missions qui étudient l'atmosphère, qui n'envoient pas beaucoup d'images. Bon, c'est moins spectaculaire que Curiosity, que les rovers, mais bon, la mission est toujours en cours. Et dans quelques années, on peut espérer de beaux résultats sur l'histoire du climat martien, qui permettra peut-être de déterminer s'il y a eu de la vie sur Mars ou pas. Et peut-être de déterminer l'origine de ce fameux méthane martien, qui est sur toutes les lèvres maintenant. 2016, l'Europe relance une sonde vers Mars avec ExoMars Trace Gas Orbiter. La mission est un succès pour l'orbiteur, donc la mission est toujours en cours depuis le 19 octobre 2016, et cette sonde embarquait une plateforme d'atterrissage, une plateforme test qui s'appelle Schiaparelli, destinée à valider la technique d'atterrissage pour le futur rover européen qui doit se poser sur Mars dans quelques années. Alors, c'est un semi-échec, c'est que la sonde s'est écrasée à la surface de Mars le 19 octobre, mais on va dire,
ça s'est écrasé, mais c'est pas trop grave puisque la sonde n'était destinée qu'à vivre 2 jours à la surface de Mars. La sonde était surtout destinée à recueillir toutes les données pendant la descente. Et toutes ces données, justement, on les a. Donc, normalement, dans quelques années, on va les envoyer un rover vers Mars, on devrait pouvoir le faire atterrir correctement. Je l'espère, je croise les doigts, parce que c'est une belle mission qui est en perspective. Mais bon, encore un échec qu'on aurait pu éviter, parce que les ordinateurs de bord, ils ont confondu des angles et le moteur s'est coupé trop tôt, encore une fois, et la sonde s'est écrasée. Et c'est bien dommage quand même. On aurait pu avoir encore des belles images. En parallèle, non pas en parallèle, pardon, je me trompe de fenêtre de tir. Donc 2018, les Américains associés à la France et à l'Allemagne, puisque l'instrument principal Cocorico est français, il a été construit à Toulouse. Donc la mission InSight, qui consiste en un simple atterrisseur qui s'est posé près de l'équateur, et donc avec un sismomètre français et une sonde qui devait s'enfoncer dans le sol de Mars pour détecter la chaleur. Donc la sonde HP3, la sonde allemande, qui malheureusement, tout le reste de la mission est un succès. Hein. On enregistre depuis quelques années des séismes à la surface de Mars. Comme ça va nous permettre de déterminer la composition interne de Mars. Mais la sonde de chaleur n'a jamais réussi à s'enfoncer dans le sol tellement il est dur. Donc la sonde vient d'être abandonnée il y a quelques semaines. Et InSight était accompagné de 2 petits nanosatellites, les premiers nanosatellites interplanétaires, qui ont été un succès, qui ont survolé Mars le 26 novembre 2018. Donc ça, c'était juste une mission technologique destinée à voir si des nanosatellites, donc des tout petits satellites, pouvaient être lancés vers Mars et renvoyer des données, qui pourra peut-être permettre dans quelques années d'envoyer toute une flottille de petits satellites à destination de Mars, puisque les nanosatellites sont beaucoup plus faciles à construire que les grosses sondes. Donc, l'avenir nous dira s'il y a une suite ou pas à ces Marco A et B. Donc, dans l'ensemble, tout est un succès. Et nous voilà avec la fenêtre de tir de 2020. Donc, l'été dernier, donc il y a 3 pays qui ont lancé des sondes vers Mars. Donc, les Émirats Arabes Unis, donc encore un nouveau venu dans la conquête de Mars, avec la sonde Al-Amal, ou HOP en anglais. Donc, Al-Amal en arabe signifie l'espoir. Pardon. Donc, mission, pour l'instant, c'est un succès. Donc, mission symbolique pour célébrer les 50 ans des Émirats Arabes Unis, mais aussi vraiment une vraie mission scientifique d'étude de l'atmosphère et un peu d'étude à distance de la surface de Mars. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de résultats. Hein. La mise en orbite s'est faite le mois dernier, donc on attend pour attendre encore 1 ou 2 ans pour avoir des vrais résultats scientifiques. Tianwen 1, donc là, c'est la première vraie sonde interplanétaire 100% chinoise. Hein, s'associer avec les Russes, ça les a refroidis en 2011. Donc là, l'année dernière, les Chinois ont construit eux-mêmes une sonde 100% chinoise qu'ils ont lancée avec une fusée 100% chinoise, etc. Et là, c'est un succès. La sonde s'est correctement mise en orbite le 10 février 2021. Et la mission est en cours. Et la mission n'est toujours pas finie, puisque non seulement c'est un orbiteur qui doit étudier Mars à la recherche éventuelle de poches de glace sous la surface, mais cet orbiteur est accompagné d'un atterrisseur, hein, et cet atterrisseur est accompagné d'un rover qui doit se poser au mois de mai dans Utopia Planitia, près du site où Viking 2 s'était posé en 1976. Donc, est-ce que ça sera couronné de succès ou pas? Il faudra attendre encore 2 mois. Encore quelques semaines de patience. Donc là, j'espère aussi que ça sera un beau succès, parce qu'on aurait 3 rovers qui rouleraient à la surface de Mars. Et pour la petite anecdote, c'est que ce rover est un peu copié sur les rovers actuels américains, puisqu'il embarque aussi un laser qui doit décaper à distance les roches pour étudier leur composition. Et ce laser a été fabriqué en France par l'équipe de Sylvestre Maurice. Décidément, il est vraiment sur tous les coups. Évidemment, vous l'avez tous vécu avec nous le mois dernier, Persévérance, qui a été lancé le 30 juillet 2020 et qui a correctement atterri le 18 février 2021. Donc, mission en cours.
Le rover a déjà parcouru entre 100 et 200 mètres. Et comme je vous l'ai dit, le rover est accompagné d'un petit drone hélicoptère qui doit être déployé la première semaine d'avril 2001. J'ai vu aujourd'hui que la décision a été prise de le faire voler. Ils savent où le faire voler. Et donc, d'ici moins de 15 jours, on devrait avoir le premier vol d'un drone dans l'atmosphère de notre planète. Donc, curiosité, persévérance, pardon, les deux sondes sont tellement jumelles que à chaque fois je les confonds. Alors, persévérance, c'est la curiosité en mieux. Hein. Là, il doit chercher d'éventuelles traces de vie martienne passée et aussi récolter des petites carottes de sol qui seront mises dans des tubes hermétiques et qui, normalement, seront récoltées sur place par un autre rover dans plusieurs années et ramenées sur Terre. On prépare vraiment une mission du futur avec persévérance. Donc voilà pour les missions actuelles. Maintenant, le futur, même un futur assez proche, hein, puisque on est en 2021, et dès l'année prochaine, l'Europe repart vers Mars, après bien des déboires, puisque normalement ce petit rover qui s'appelle Rosalind Franklin devait décoller en 2018, a été repoussé en 2020. Il aurait dû décoller l'année dernière, mais il y a des problèmes de parachute. Donc, les ingénieurs ont préféré repousser d'une fenêtre, parce que ça aurait été dommage qu'arrivé sur Mars, le parachute se déchire et la sonde s'écrase. Vaut mieux prendre du retard et que la mission soit un succès que de lancer à tout prix et d'avoir un échec au final, parce que bon, on construit pas des sondes pour qu'elles s'écrasent sur Mars. Donc, ce rover est incrusté sur une plateforme russe. Donc là, je croise les doigts que tout fonctionne correctement. Donc, l'atterrisseur qui s'appelle Kazachok et qui devra déployer normalement, si tout va bien, à partir du 10 juin 2023, le petit rover Rosalind Franklin. La fenêtre suivante en 2024, oui, on parle déjà de 2024, l'Inde doit repartir avec un nouvel orbiteur, Mangalyaan 2, mais j'ai pas trouvé d'image parce que la mission n'est pas encore décidée à 100%, ils savent pas encore ce qu'ils vont mettre. Est-ce qu'ils vont mettre un atterrisseur ou pas? C'est pas encore tout à fait décidé, donc on verra bien. Et sinon, les Japonais, associés avec la France, vont lancer en septembre 2024 MMX, donc ça devrait être une belle mission qui devra aller se poser sur la Lune Phobos en août 2025, récolter des échantillons du sol, repartir de Phobos en août 2028, et normalement, ces échantillons, si tout va bien, reviendront sur Terre en juillet 2029. Donc, on aura peut-être des échantillons de la Lune Phobos avant d'avoir des échantillons de la planète Mars. Donc, là, on espère aussi un succès, hein, évidemment. Alors là, c'est pas encore décidé. En 2026, 2028, normalement, il y a quelques semaines, on disait encore en 2026, on devrait lancer 2 sondes à destination de Mars pour aller récolter les échantillons récoltés par Persévérance. Ensuite, les renvoyer sur orbite, qu'ils soient capturés par un orbiteur qui, lui, ramène les échantillons sur Terre. Alors, mais il y a quelques jours, le Congrès américain dit ça serait peut-être plus favorable de lancer en 2028 qu'en 2026. Alors bon, rien n'est encore décidé, même le design des sondes. Hein, c'est pour ça que normalement, ça doit être un rover qui doit aller récolter les échantillons de persévérance. Mais si le Ingenuity, le petit drone vole très bien, on peut imaginer que, au lieu que ce soit un rover qui aille récolter les tubes, ça soit un drone qui permettrait d'aller récolter beaucoup plus vite. Donc on ne sait pas. C'est dans les tuyaux, mais rien n'est encore décidé. Et même la Chine a un projet de retour d'échantillons de roches martiennes, mais qui ferait ça en parallèle des Américains. Parce que, si vous suivez l'actualité en ce moment, le climat entre Chinois et Américains, c'est pas ça. Et peut-être que ça prouve que les Chinois vont doubler les Américains dans les opérations de récolte d'échantillons de la planète. Donc, on verra bien à l'avenir il en est. Hein. Voilà. Déjà, rien qu'avec le coronavirus, on ne sait pas ce qui va nous arriver la semaine prochaine. Alors, décider de sondes qui seront lancées dans 5 ans, c'est pas évident. Et l'homme sur Mars dans tout ça, hein?
Hein, si vous avez tous vu le film Seul sur Mars, hein, très joli film, hein, avec enfin, à l'origine, c'est un très bon roman. Alors, est-ce qu'un jour on enverra l'homme sur Mars? Ben, c'est pareil, il y a des projets, mais bon, c'est pas facile parce que ça demande énormément de logistique. N'oubliez pas que une fenêtre de tir vers Mars, c'est tous les 2 ans, donc ça veut dire que si on veut lancer des hommes vers Mars, ça veut dire un voyage vers Mars de 6 mois, rester sur place pendant 1 an, et retour ben, encore 1 an plus tard, donc c'est des missions. Ben, ça veut dire que on enferme des astronautes dans une capsule pendant 3 ans. Donc, avec la bouffe, avec l'eau, etc. Ah, est-ce que, technologiquement, pour l'instant, c'est pas encore au point. Donc, il y a quand même des projets, mais si on veut voir un jour l'homme sur Mars, ce ne sera pas avant l'an 2030, voire 2040. Bon, et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc après, il y a des projets assez fous. Hein, si vous suivez Elon Musk de SpaceX, lui, il a prévu son grand projet, c'est de un jour construire une colonie de 100 astronautes à la surface de Mars. Pour l'instant, c'est de la science-fiction. Mais bon, il nous a tellement étonnés dans ses projets, hein, Elon Musk, il y a encore 10-15 ans, il était allé voir les grandes agences spatiales en disant un jour, je vais construire des fusées 100% réutilisables. Tout le monde y riait au nez. Et puis finalement, en 2020-2021, la fusée la plus utilisée, c'est la Falcon 9 de SpaceX. Et c'est une fusée réutilisable. Et qui est même maintenant utilisée pour lancer les astronautes de la NASA vers la station spatiale. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être que le premier astronaute sur Mars sera chinois. Hein. Même les Chinois ont un projet d'envoyer des hommes vers Mars. Pareil. Pour l'instant, les projets ne sont pas encore définis. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'exploration de la planète Mars, qui ne fait finalement que commencer. On a découvert beaucoup de choses, mais par exemple, la mission Persévérance vraiment commence. L'image est de Persévérance il y a quelques jours. Les premiers tours de roue, c'est du 5 mars. Là, l'image est du 5 mars, hein, c'est il y a 2 semaines. Donc voilà, déjà rien que cette mission nous laisse présager encore au moins une dizaine d'années de très belles découvertes à la surface de Mars. Donc je vous remercie de m'avoir écouté ce soir, en espérant avoir été assez clair. Et je vais vous montrer une dernière image. Merci. Merci à toi, bravo. Une dernière image, c'est vous l'avez déjà vu le mois dernier sur Facebook. Je pose avec ma petite Quel bel homme sur la planète. Bravo. Quel bel homme. Oh, c'est les livres qui sont importants. L'homme, on s'en fout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour la présentation. De rien.